Bienvenue sur la spiritualité. Marie-Josée Roux est avec moi en studio. Marie-Josée, là, on parle de la spiritualité. Là. Ah bon? J'avais pas tout à fait saisi l'angle. Mais il faut en même temps avoir les pieds à terre. Est-ce que tu me l'as déjà dit? Je cherche dans mes souvenirs. Alors, parlons les pieds étant à terre. Parlons de la famille encore, parce que tu es une mère de famille, une grand-mère. C'est difficile d'amener les enfants à se parler, à s'écouter les uns les autres. La vie de fraternité n'est pas facile. La Bible est sans pitié à ce sujet-là. Quand on voit la relation des deux frères Abel et Caïn, bien sûr. Et quand on voit un peu plus tard la relation entre des jumeaux que Rebecca a eu avec Isaac, son mari, à savoir Isaïe et puis Jacob, Isaïe et Jacob, qui se sont chicanés. Le droit d'aînesse, oui. Pourquoi est-ce que c'est difficile pour des frères de s'entendre? Frères et sœurs, devrions-nous dire, c'est difficile. Puis c'est encore plus difficile avec le frère d'un frère, avec la sœur et la sœur. Deux du même sexe, c'est souvent encore plus difficile aussi qu'un garçon et une fille. Pourquoi? Surtout, ce que j'ai observé beaucoup, c'est que les enfants ont toutes sortes de rivalités, de compétitions, et ce, à un très, très bas âge. On le remarque de plus en plus, puis les sages-femmes, puis les médecins gynécologues qui suivent des femmes enceintes leur parlent souvent, au moment de l'accouchement, de la fratrie des autres enfants, de faire attention à introduire graduellement le bébé, puis à réserver des places ou des espaces pour les grands enfants, les grands frères, les grandes sœurs du bébé qui s'en vient, de faire accueillir l'enfant nouveau-né, par exemple, par la fratrie, et puis réserver des moments d'exclusivité aux enfants qui sont déjà là. Parce que tu comprends que l'enfant qui naît, avec tous les besoins puis la vulnérabilité qu'il a, il passe de aucune attention dans le ventre de la mère à toute l'attention. Puis un enfant, qu'est-ce que ça veut de son parent en bas âge? C'est simplement d'être nourri, logé, mis en sécurité, mais ça le veut sans savoir que ça le veut. C'est-à-dire que si les besoins ne sont pas là, il y a un manque, mais l'enfant ne le ressent pas. Tout ce qu'il est au début, l'enfant, avec son parent, c'est un être de relation, de communication. De sorte que le bébé nouveau-né, on pense même qu'il se croit fusionnel avec la maman. Lui et la maman, lui et le sein ne font qu'un pratiquement. Puis c'est le papa, petit à petit, qui réussit ou qui permet la diffusion du lien nouveau-né avec la maman ou la personne qui est la plus significative pour lui. Quand l'allaitement se produit, le papa ou la personne étrangère qui fait office de remplacement du parent. Alors, les aînés voient qu'ils ont moins de place. C'est ça. Le bébé prend tellement de place, tellement d'importance que les plus vieux, les autres enfants de la maison peuvent être un peu embarrassés, insécurisés, frustrés dans leur désir d'attention, de communication, de relation par rapport à ce qui était déjà là. Donc, il s'établit très, très rapidement à la naissance du deuxième comme de tous les suivants, une espèce de rivalité, un lien de compétition. Je compétitionne pourquoi? Pour obtenir l'attention que j'ai déjà eue, que je n'ai plus, ou bien pour récupérer, reconquérir l'attention de mes parents, de mon père, de ma mère, des personnes qui prennent soin de moi. C'est pour ça que... Par contre, il peut arriver qu'on va avoir dans la fille aînée une vraie maman, une seconde maman, elle peut prendre soin du bébé si c'était bien préparé. Oui,
Oui, puis c'est pour ça que c'est important aussi de rapidement lui donner toute l'importance de l'ANS, de l'accompagnement, même si c'est un garçon, ce soit un garçon ou une fille, rapidement, on lui fait voir sa compétence. Toi, tu es grand, tu es capable de marcher parce qu'il y a des bébés qui se rendent compte, il y a des jeunes enfants qui se rendent compte que le bébé naissant attire beaucoup d'attention par le simple fait qu'il est transporté dans les bras. Puis moi, on ne me prend plus parce qu'on prend le bébé. Il y en a qui refusent de manger, il y en a qui refusent de marcher, il y en a qui retournent à des états, dépendamment de l'âge souvent, puis du niveau du degré de frustration, puis de l'adresse ou de la maladresse des parents parfois. Mais il arrive que les enfants ont des réactions puissantes, puis qui régressent dans des stades qu'ils avaient déjà traversés, des bébés qui recommencent à ne plus être propres, à être incontinents. Bon, il y en a qui reprennent la suce, il y en a qui retrouvent la doudou, le toutou et tous les objets de réconfort, de sécurité parce qu'ils se sentent menacés comme grands, comme grandes, comme aînés. Ils ont moins de place selon leur jugement, leur interprétation des événements et des faits, leur perception de l'arrivée du nouveau-né. Ils ont moins de place, ils ont moins d'importance, moins d'attention de la part des parents. Et ce qui est difficile encore, le dialogue entre les enfants, c'est avec les familles reconstituées. Bien voilà, il y a un niveau de degré supplémentaire de difficulté dans le sens où j'attire l'attention de ma mère, mais je dois répartir aussi l'attention des deux parents. Est-ce que le père va m'aimer? Est-ce que la mère va continuer de faire attention à moi alors qu'elle est en amour ou qu'il y a une nouvelle relation? Parce que là, quand on est, par exemple, 2 ou 3 enfants avec notre papa, notre maman exclusivement, quand arrive un nouveau conjoint, déjà là, on partage avec le nouveau conjoint l'attention de la mère. Puis quand il arrive avec sa famille, bien là, il faut partager en plus ma mère avec d'autres enfants et partager ma mère avec un nouveau conjoint. Donc, il y a beaucoup de tensions possibles, de rivalités possibles pour garder sa place. Parce que la famille, c'est comme un système. Il s'établit un système de relations rapidement au début de la famille. Puis, au fur et à mesure que s'ajoutent des membres, le système se modifie, mais chacun des membres réagit en étant satisfait de certaines nouveautés, qui procurent plus de bonheur, mais en étant frustré de certaines différences qui procurent de l'inconfort. Fait qu'il y a tout un mélange, un jeu de relations et de communication dans chacun des membres de la famille. Mélangé à ça, beaucoup d'émotivité parce qu'on s'aime, on s'aide, on se nuit, on se chicane, on se permet d'être soi-même, on est transparent dans ce qu'on vit, on occupe plus ou moins de place dans le système de la famille. Ça crée plus ou moins de confort pour certains, plus ou moins d'inconfort pour d'autres. Puis là, ben c'est une Puis on les élève par des comparaisons. Regarde ton grand frère, ce qui met déjà un handicap. En ajoutant à la compétition pour obtenir l'attention, on ajoute la comparaison. Lui fait mieux ceci, elle est plus gentille, plus jolie, moins exigeante. Et puis là, ben, on multiplie les possibilités de créer des relations qui sont difficiles entre les enfants, puis parfois avec les parents aussi. Si on donne toujours raison comme mère, mettons, comme par exemple, si je suis la mère, puis que je donne toujours tort à mon conjoint devant mes enfants, ben là, je blesse la relation avec mon conjoint. Si je donne toujours raison à mon conjoint puis jamais à mes enfants, il arrive tout un système. C'est pour ça que j'arrête pas de te parler d'un système. Il y a un système qui s'établit de communication où certains peuvent vivre des frustrations ou encore que chacun trouve une place satisfaisante, mais il y a un mélange des deux. Puis il faut que pour que ce système-là soit satisfaisant, il faut que les frustrations soient moins, je dirais, importantes
que toute la satisfaction qu'on retire des relations. Et quand un des enfants a besoin d'un soin particulier parce qu'il est handicapé, parce qu'il est malade. C'est ça. Ça change. Ça change au fur et à mesure qu'il y a des vulnérabilités chez n'importe quel des membres qui font surface, une dépression, un revers financier, une maladie chez un des membres, l'ajout d'un membre vieillissant, par exemple, d'un grand-papa, d'une grand-maman qui arrive dans la famille, qui bouleverse les habitudes, qui prend un petit peu plus d'attention, qui arrive puis bouscule le budget, de toutes sortes de manières. Tout ça, ça rentre en considération dans l'attention qu'on me porte, dans les soins qu'on me prodigue, puis dans la capacité de me sentir écoutée, accueilli, en sécurité. Un chien, un animal de compagnie qu'on introduit ou qu'on perd, ça change tout le système. Un déménagement, changer la localisation, le fait que je passe d'une chambre où j'étais seule à une chambre où on est plusieurs frères et sœurs ensemble, tout ça, ça bouscule le système, puis ça crée des inconforts ou des conforts supplémentaires. Et tout ça, c'est important pour les relations et la communication qu'on entretient. Les heures de travail des parents, si on est toujours disponible sur les heures de repas ou pas disponible parce qu'on a un travail envahissant, est-ce que le soir, je vois mon père, ma mère, est-ce que la fin de semaine, je vois les gens qui me sécurisent, qui sont capables de m'écouter? Est-ce qu'il y a des moments d'aménager dans notre horaire familial pour du temps gratuit de relation, d'écoute? Mais tout ça, c'est important. Je t'écoute, là. Le miracle, c'est que ça tienne. C'est qu'on peut vivre une vie fraternelle. Comme dit Voltaire, soyons frères ou jette à somme. Mais tu sais, c'est donc beau, soyons frères ou jette à somme. C'est donc tendre. Les chicanes entre frères, évidemment, il ne faut pas trop prendre ça au sérieux. Je pense toujours à un proverbe africain, dans la forêt, lorsque les branches se querellent, les racines s'embrassent, mais on va y revenir. Oui. Alors, dans un premier temps, c'est de voir les difficultés, de voir comment la relation amoureuse entre frères et sœurs, ça tient un peu du miracle. On voit les difficultés, mais c'est pas insurmontable. Sans parler de relations amoureuses, commençons par parler de relations harmonieuse. Harmonieuse. Alors, ça, c'est plus qu'une nuance. C'est comme la différence entre la tranquillité et la paix. La paix va plus loin que la tranquillité. C'est quand même un défi passionnant pour les parents d'apprendre aux enfants à se parler. L'harmonie, c'est ça. Et à s'écouter. Exactement. C'est un défi passionnant. Mais moi, je pense toujours que les parents ont la grâce d'État. Exact. Puis là, on décortique, on est en train ce matin de décortiquer, mais tout ça se fait naturellement. Au fur et à mesure des erreurs, échecs et réussites. Puis on installe le système petit à petit. Il y a une espèce d'instinct maternel. Paternel aussi. Paternel qui est fiable. Marie-Josée, on va voir comment.
je suis avec Marie-Josée, mère, grand-mère, psychoéducatrice, bref, elle a tout ce qu'il faut pour répondre à mes questions. Oh! Marie-Josée, les enfants apprennent à se parler, à s'écouter, mais en voyant des exemples. Si les grands-parents n'écoutent pas, par exemple, quand une grand-mère dit à un petit qui lui dit « Mamie, je suis fatigué », il dit « Je suis tanné d'aller à l'école », puis elle lui dit « Moi aussi, quand j'avais ton âge », alors elle n'écoute pas l'enfant. L'enfant fait partie de la disquette de ses souvenirs. Alors, il arrive souvent que les grands-parents donnent un mauvais exemple d'écoute. Ils pensent écouter alors qu'ils n'écoutent pas. De même que les parents, lorsqu'ils se chicanent entre eux, exactement. C'est évidemment un contre-école où l'on apprend à se parler, à s'écouter. C'est ça. Il y a beaucoup de compétences. On décortique des réalités en ce moment, mais il y a ça prend beaucoup de compétences pour être capable d'écoute et de dialogue et de communication. Oui, on le sait parce qu'on peut apprendre ça. Là, j'en suis aux grands-parents. Là. L'imitation, ça fait partie. Il devrait peut-être, les grands-parents, avoir un peu de formation sur l'écoute. Oui. Mais j'en ai déjà offert, puis personne n'a voulu les prendre. Les grands-parents sont sûrs qu'ils écoutent. Mais moi aussi, quand j'avais ton âge, exactement, alors qu'ils n'écoutent pas du tout. C'est toujours un apprentissage qu'il faudrait faire, mais il n'y a pas de solution à ça. Ben, en fait, il y en a des propositions d'ateliers, comme tu dis. Il y en a des propositions d'apprentissage, l'apprentissage de la communication. Toutes les personnes qui suivent ce genre de formation-là à la relation d'aide, à la communication, sortent en disant « c'est merveilleux tout ce que j'ai appris », mais toutes les personnes, au départ, refusent ce genre de formation-là parce qu'elles pensent qu'elles sont compétentes et il faut comme vivre un certain inconfort pour comprendre ou pour admettre qu'on a des difficultés peut-être relationnelles comme quand la grand-maman dit de communication. Ton devoir, il est beau, Marc, je t'aime. C'est une catastrophe. Ben voilà, il y a des pièges comme ça qu'on peut... si on associe l'amour à une performance, on n'est pas dans une relation qui va permettre... d'apprendre ce que c'est que la communication je dirais, compétente. Et c'est la même chose pour les parents. Quand l'enfant veut parler, la mère est fatiguée, elle est pressée, elle n'a pas le temps d'écouter. C'est terrible comme exemple à donner. Hein? Exactement. Savoir bien écouter, donner à chacun sa place et à soi aussi, parce qu'il y a de plus en plus de parents qui vont dire « mais j'ai même pas le temps de respirer, j'ai plus de temps pour moi ». Justement, on a beaucoup en ce moment d'envahisseurs, de distractions possibles où on perd du temps, où on laisse du temps. Mais on prend pas garde à tout ce qu'on met de côté pour donner plus de place à certains envahisseurs. Le travail à la maison, c'est très beau, mais en même temps, c'est difficile pour les familles, pour la communication entre les couples, pour cultiver l'amour, pour la relation avec les enfants aussi, leur donner la place. Fait qu'il faut toujours re-questionner sa façon de communiquer, sa façon de se garder du temps personnel pour se ressourcer, se reposer. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à dormir, à bien dormir. Et puis, il arrive souvent que les parents sont fatigués des questions parce que l'enfant de 3-4 ans, c'est une mitraillette de questions. Maintenant, pourquoi est-ce que les trottoirs sont-ils durs? Oui. Tu finis par pourquoi te fatiguer de ça. Pourquoi les pommes sont rouges? D'autant qu'il faut expliquer nos décisions. Dans le temps, mon père disait, tu vas au collège, tu ne demandais pas d'explication. Tu vas à la messe. Mais aujourd'hui, il faut expliquer. Imagine le temps que ça peut prendre pour faire comprendre ça. Ben voilà. C'est sûr qu'en développant de plus en plus des compétences de relation, on exige de plus en plus qu'on soit compétent. Parce que là, les enfants sont capables de faire la différence, deviennent compétents, puis ils sont spécialistes. De 3 ans à 10 ans, les enfants, tout ce qu'ils font, c'est nous regarder, nous analyser, puis trouver la faille pour obtenir ce qu'ils veulent de nous, les parents. Puis souvent, ils ont beaucoup de temps
Ils ont beaucoup d'intelligence, puis ils arrivent à très bien faire des liens que nous-mêmes, on ne prend pas la peine ou on ne prend pas garde de se méfier, je dirais, entre guillemets, parce que, par exemple, moi, j'avais un enfant qui parlait beaucoup. Je me disais, lui, il est bavard. Mais je me suis rendu compte à un moment donné, quand l'autre s'est mis à bégayer, que je répartissais mal le temps de chacun pour parler. Et puis qu'il fallait de temps en temps demander à l'un de se taire pour que l'autre puisse s'exprimer. Quand j'ai compris que le système était biaisé, était mal organisé, là, j'ai réagi et j'ai pu... Le bégaiement de l'autre s'est corrigé naturellement quand il y a eu la possibilité de prendre son temps pour parler. Comme on dit souvent, j'aimerais te parler. Donne-moi 5 minutes, j'ai à te parler 1 minute. Oui, c'est ça. J'en arrive l'apprentissage à se parler. Quand je vois, par exemple, d'introduire dans les écoles des cours sur la sexualité. Bon, je trouve ça très bien, mais où est le cours sur l'écoute et le dialogue? Oui. Moi, ça me met dans tous les états. Il me semble que l'on passe à côté de l'essentiel. Je ne dis pas que le cours sur la sexualité n'est pas important, mais quand est-ce qu'on va apprendre aux enfants à écouter puis à se parler? Exactement. Je donne un exemple. Un jour, des profs me demandent une conférence, c'était à la fin de l'été. Ils m'installent à la place du prof et les élèves, et les profs à la place des élèves. Je leur dis, vous arrivez de vacances, je ne veux pas vous faire le coup d'une conférence, on va faire un happening. Ils ont dit, c'est quoi? Bon, on va écouter ce qui se passe. Puis, il se passe rien, je parle pas. À un moment donné, l'un a dit, veux-tu rire de nous? J'ai dit, vous voyez ce qui vient de se passer, veux-tu rire de nous? Il y avait 2 enfants qui jouaient à l'extérieur de l'école. Quand ils ont vu que des profs parlaient pas, ça les a intrigués. Ils sont montés sur le revers de la fenêtre. Ils sont mis à nous dire toutes sortes de choses désagréables. Pas un mot. Et à moi, ils s'en vont dire « Tais-toi, nous étudions ». Je dis « Voilà la conférence. Tais-toi, nous étudions ». En d'autres mots, on n'apprend pas aux élèves à parler, on parle tout le temps. C'est ça. Tais-toi, nous étudions. Mais on leur apprend qu'il faut parler. Oui. Mais on leur apprend pas à écouter l'intérieur, puis à écouter l'autre non plus. Alors, ça va être à la maison que l'on va apprendre aux enfants à s'écouter. Marie-Josée, je suis suspendue à tes lèvres. Parle, je t'écoute. À la maison, mais je trouve que à la maison, je suis d'accord, il faut apprendre ça à la maison, mais est-ce qu'on a déjà dit ça aux parents? Qu'ils sont compétents pour enseigner à leurs enfants à s'écouter, à se parler, puis que c'est à la maison qu'on peut le faire. Puis ça, souvent, comme grands-parents, il faut confirmer nos enfants dans leurs compétences parentales, puis leur dire, c'est beau, tes enfants s'écoutent, ou tu vois pas qu'il me semble qu'il se passe quelque chose, là. Si, par exemple, au moment où mon petit bégayait, ma mère m'avait dit quelque chose comme « Qu'est-ce qu'il y a? Comment se fait-il? Bon, est-ce que tu te poses la question? Comment ça se fait? » Très délicatement, parce qu'on est sensible comme parents sur notre compétence parentale. Mais il y a moyen, quand on a un lien de confiance avec quelqu'un, c'est là où on peut parler des vraies affaires. Puis c'est pour ça aussi que ça s'apprend à la maison, bien parler puis s'écouter. Parce que c'est là où on peut être le plus vrai, le plus proche de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent. Mais s'il faut sans cesse être sur nos gardes parce que le système est non fonctionnel, s'il faut se protéger parce qu'on risque sa sécurité mentale ou émotionnelle à chaque fois qu'on ouvre la bouche, ou à chaque fois qu'on n'a aucun espace de parole, bien, tu sais, il y a tout ce système-là qui est sans cesse à questionner. Est-ce que mes enfants sont en train d'apprendre à écouter et à parler? Chaque parent, chaque famille devrait aménager. Puis comme grand-parent, moi, est-ce que j'écoute mes petits-enfants, mes enfants? Ou bien si je fais simplement que
parler de mes besoins, de mes peurs, de mes insatisfactions, de leur incohérence. Si je passe mon temps à relever tout ce qui ne fonctionne pas, est-ce que j'arrive à trouver ce qui fonctionne aussi puis à le valoriser? Tout ça, c'est important pour apprendre à dire puis à être Et la culture actuelle, cohérent. La culture actuelle nous centre tellement sur nous-mêmes que c'est facile de parler du moi et du je et de rien d'autre que cela. C'est vrai et c'est faux. Parce que c'est vrai que viens pas me contredire, toi, là, devant non, mais le la micro. culture actuelle nous ramène toujours à soi, mais en même temps, toutes les distractions qu'on a dans le monde actuel pour sortir de nous-mêmes, la télé qui joue sans arrêt, la musique, la radio, l'Internet, le téléphone intelligent, tout ça nous bouffe du temps, nous empêche d'être ensemble, puis de se parler, puis de développer la conséquence de parole, accueil, écoute, dialogue, je me livre, tu te livres, puis on s'accueille mutuellement. Est-ce qu'il y en a encore de la place pour ça? Fermer la télé à l'heure des repas, je pense que c'est de plus en plus important. Est-ce qu'on a encore un repas commun entre membres d'une même famille? Même quand les enfants sont adolescents puis commencent à avoir des travaux. Marie-Josée était en retard. Fermer la télé, c'est fermer. Oui, mais maintenant, il faut fermer le téléphone aussi. Maintenant, c'est ça qu'il faut fermer. La télé, ça n'existe presque plus, c'est vrai. Marie, mais les adultes. Au 17e siècle. Mais tu vois, c'est vrai. Mais les adultes ont tendance à ouvrir la télé alors que les enfants sont sur le téléphone. Mais là, il n'y a personne qui se parle. Parce qu'on a les deux dans les maisons maintenant. Marie-Jo. Bref, oui, c'est vrai que toute la culture actuelle nous ramène à soi, mais en même temps, toute la culture actuelle nous en distrait. Alors, je m'excuse de ce que j'ai dit. Tu as raison, tu as raison, non. Tu as raison. Et que je fais donc un bon mari aujourd'hui. Tu as raison, tu as raison. Je fais un petit pas de plus. Marie-Josée, c'est un art d'apprendre à écouter. Mm-hmm. Mais quand les adultes te disent « j'ai passé une mauvaise nuit », puis l'autre dit « moi aussi ». C'est ça. C'est parce qu'on apprend de deux façons. En le faisant, puis en regardant les autres faire. C'est-à-dire par imitation et par expérience. Je connais une famille qui ont pris une technique très belle. Mm-hmm. Chaque soir, on soupe ensemble. Mm-hmm. C'est dans le rituel. Mm-hmm. Et avant de manger, chacun raconte sa journée et les autres ont la mission d'écouter, mm-hmm. mais sans réagir. Mm-hmm. C'est une belle façon au moins de se mettre à l'écart d'écoute. Mais c'est assez rare que je vois une famille comme celle-là. C'est vrai. Et ça ne doit pas devenir une religion. Dans le sens où il ne faut pas que ce soit trop rigide. Viens me contredire encore. Non, c'est très bien que chacun ait le droit de parler, de se dire. Mais peut-être qu'un soir, il y a quelqu'un qui a une journée un peu banale, oui, qui peut relever certaines choses, mais peut-être que l'autre enfant a beaucoup à dire sur des événements qui se sont produits dans sa journée. Il y aura besoin d'un moment plus... Il faut que, pour moi, en tout cas, la communication puis l'écoute, ça se fait à des moments précis. On n'agresse pas l'autre ou on n'attaque pas l'autre sans demander, par exemple, la permission, sans créer le moment d'être accueilli. Il y a des gens qui t'attrapent au coin d'un feu rouge ou dans la file de l'épicerie pour te raconter des événements très, très, très personnels et confidentiels. C'est pas nécessairement le bon moment. Peut-être que je suis pas disposée à ce moment-là à accueillir les confidences. Donc, première chose, on crée les moments selon le niveau de confidentialité dont on a besoin et surtout de disponibilité de temps dont on a besoin pour aller au fond des choses, pour accueillir la personne dans tout son besoin de s'exprimer. On les crée, ces moments-là, puis une fois qu'ils sont là, il faut... on essaie d'être à l'écoute puis d'éliminer les distractions possibles. Ça aussi, on en a parlé. Puis on essaie de devenir on laisse parler l'autre, puis
la façon de bien écouter... Marie-Josée, là, je ne faut pas que je te laisse parler depuis longtemps. Bon, on reprend ça. Après la pause. Retiens ta phrase, tu vas la terminer tout à l'heure. Apprendre aux enfants à se parler, à s'écouter, quelle belle tâche éducative. Quand c'est réussi, quand les enfants de 15, 16, 17 ans, 20 ans se parlent, c'est ça, s'entraident, s'écoutent, c'est la réussite familiale à 80 %. C'est vrai. La réussite d'un couple, c'est que les enfants se parlent, s'écoutent. Et c'est tout un art d'apprendre cela. Mais c'est en même temps facile de briser ce qu'on a pu apprendre quand l'enfant rentre à la maison tout énervé, tout excité, tout en joie. Maman, là, j'ai eu... Puis là, la maman dit, ben enlève tes caoutchoucs. Ou bien non, à la table, on commence à raconter quelque chose, passe-moi le sel. C'est donc facile de briser une communication. Exactement. Mais en même temps, je te dirais, c'est facile de briser le momentum, comme on peut dire, là. Mais en même temps, qui ne fait pas d'erreur de communication? Pour toutes sortes de raisons, on est plus ou moins disposé selon notre niveau de stress, d'anxiété, de fatigue, puis on peut faire toutes sortes d'erreurs. On peut couper la parole, on peut empêcher l'autre de s'exprimer, on peut donner plus de place à un enfant, moins à l'autre. Tout ça, ça se passe dans toutes les familles, peu importe si les enfants arrivent à vivre plus ou moins naturellement ou facilement, avec tous les biais que peuvent contenir toutes les relations puis les communications. Heureusement, on a le pardon. Il y a la possibilité de rétablir la communication à tout moment pour toutes sortes de raisons, en reconnaissant qu'on a fait une erreur, qu'elle est plus ou moins grave, puis qu'on donne à l'autre la possibilité de nous pardonner en plus ou moins longtemps, puis qu'on essaie de réparer par une présence, une écoute, un geste de tendresse, un petit mot doux, une gentillesse. On essaie de réparer la communication, puis l'erreur. Mais il faut admettre que notre communication ne sera jamais 100% parfaite. Moi, je ne prétends pas connaître tous les secrets de la communication, encore moins les posséder, puis être une parfaite communicatrice comme tous les autres. J'ai mes excès, j'ai mes difficultés, j'ai mon émotivité, j'ai mes biais, j'ai mes difficultés. J'en demande pardon. J'en reconnais les limites. Ça, c'est la meilleure façon. Si on arrive en plus de savoir s'écouter, se parler, si on arrive à créer une famille où on peut se pardonner, ben là, on atteint, je pense... à se parler aussi, c'est d'aller prendre garde. Le mot « écouter » veut dire aussi « obéir ». Écoute. Ouais. Alors, il y a des enfants, peut-être les aînés, qui veulent prendre un certain contrôle sur leur frère ou leur sœur.
Oui, puis les Benjamins le prennent autrement, c'est-à-dire qu'ils font porter plus facilement. Oui, oui, oui. Il y a tout un... Comme je te dis, la famille, c'est un système. Alors, c'est le mot écouter dans le deuxième sens, là. Écouter, mais oui. c'est de décoder cela. Mais l'autorité parentale, ça peut avoir deux sens aussi. C'est dans le même sens que l'écouter. On peut avoir une autorité qui... parce qu'on possède une responsabilité. Ça peut être dans le sens de la responsabilité, puis ça peut être dans le sens aussi de prendre le pouvoir puis pour écraser, pour contrôler. D'accord, mais là, je parle de la relation. Écouter, c'est la même chose. Enfant, garçon, fille, dans la même famille. Prendre garde à ce que l'un ne veut pas prendre le pouvoir sur l'autre en déviant le mot « écouter ». Oui, oui, oui. Et c'est... L'écoute dont on parle ici, c'est pas l'écoute de l'obéissance, c'est l'écoute de l'accueil de l'autre dans tout ce qu'il est, dans toute l'expression qu'il a besoin, l'expression de ses émotions, de son savoir, puis de sa capacité de communiquer. Parce que ça commence avec zéro. À la base, on ne sait pas du tout communiquer, on ne sait même pas parler. Puis tout ça se développe ou reste non développé à l'intérieur de la famille. Et c'est beau de voir des enfants qui sont capables de s'écouter, parler, d'écouter l'autre. C'est une merveille. Mais c'est le fruit d'un long apprentissage. Oui, puis des enfants qui sont capables de rire ensemble, de se taquiner, sans être, je dirais, ironique, sans être blessant, quand c'est de la vraie taquinerie où on arrive à plaisanter ensemble, pas sur le dos d'un, mais d'une situation. Si on arrive aussi à construire quelque chose ensemble. Les enfants qui sont capables de... Je me souviens, moi, les plus beaux souvenirs que j'ai de mon enfance, c'est qu'on a construit des forts dans la neige, qu'on a fait ensemble un jardin, qu'on a réussi à assembler une vieille bicyclette. Quand tu parles de forts, là, il y avait la guerre des tucs là-dedans. Ben voilà, il y a tout un jeu de négociation, d'apprentissage de pouvoir, de collaboration, de compétition, d'accueil de la compétence de l'autre, d'imposition de ma force, de ma... C'est un jeu de pouvoir. Quand les enfants se chicanent, il faut savoir que c'est pas parce qu'on est en guerre qu'il faut se faire mal, disait Mélenchon. Oui, c'est ça. Être capable de comprendre ça. C'est pas possible comment c'est un art qui s'apprend, mais qui apprend du temps. Ça prend du temps. Et souvent, il faut avoir soi-même des enfants pour apprendre à dialoguer avec son frère, avec sa sœur. Ça, c'est vrai. Puis apprendre à comprendre ses parents, puis toutes les limites qu'il a pu avoir aussi parce que le parent est souvent une espèce d'arbitre entre le temps de jeu, je dirais, le temps de parole, les jeux de pouvoir qu'il y a entre les enfants dans toute leur rivalité de jalousie, de compétition. Puis si j'ai des penchants, il faut que comme parent, je dois apprendre à connaître mon style, mon rôle, puis essayer de vérifier si mes enfants ne sont pas en train de m'utiliser. À un moment donné, moi, je me suis carrément fait la réflexion. Ben là, moi, je suis toujours l'arbitre. Quand ils se chicanent, ils se tiraillent, je prends pour un, je prends pour l'autre, je les sépare, je les divise, je mets un en punition, l'autre plus, l'autre moins. Ça, c'est une erreur. Au lieu de se parler. Ben oui, il faut créer entre eux l'occasion de régler par eux-mêmes, au fur et à mesure que la maturité arrive. Alors, c'est beau quand ils sont chicanés, de dire, asseyez-vous là en face de l'autre, puis parlez-vous. Oui, c'est là que c'est le plus difficile. Vous allez manger quand vous allez parler. Ben, c'est ça. C'est un stimulant, parce que souvent, il y a la technique de bouder. Exactement. Ça, c'est une façon terrible, violente de bouder. Un frère qui boude sa sœur ou vice-versa. Un enfant qui boude ses parents. Mais entre eux, là. Entre eux aussi. Il peut arriver, je ne peux rien savoir de toi. Oui, je te parle plus pendant des jours, je te regarde plus, je te considère plus, tu me parles, je te réponds pas. C'est ça, ça devient
insoutenable, invivable. Mais attention, là encore, tu as le bon... est-ce que moi, je fais ça pour... Est-ce que je prends le pouvoir sur mon conjoint de cette façon-là? Il faut que je vérifie, là. Qu'est-ce que j'ai montré? Quelle technique j'ai appris à mes enfants? Est-ce qu'ils me voient bouder? Est-ce qu'ils ont appris ça parce que ça fonctionne? Est-ce que moi, je réagis? Aussi, comme parent, j'ai mon style. Il y a des choses que j'accepte pas, puis il y a d'autres que j'accepte plus facilement. Est-ce que j'accepte que mes enfants se boudent parce qu'au moins, j'entends rien, puis ça nuit pas au bruit sonore dans la maison? Bouder, c'est le silence. Peut-être que ça me convient plus comme méthode de querelle, de guerre, que les cris et la colère et la discorde. Bref. Et souvent, pour nous, l'expression des émotions. Souvent, pour nous, le dialogue, il n'y a rien comme d'aller au restaurant ensemble, oui. De changer de lieu. Aller faire une activité sportive, prendre une marche, sortir dehors. Il faut toujours faire attention parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on est sédentaire, puis à quel point nos enfants peuvent l'être aussi. Qu'ils aient des moments pour aller dehors, pour faire de l'activité physique, sortir à l'extérieur. Et ce que je trouve merveilleux, c'est de voir que des parents, sans faire de cours de psychoéducation, je ne veux pas déprécier cette formation, mais il peut arriver naturellement. En écoutant leur gros bon sens, exactement. Ils en arrivent à avoir la bonne solution. Exact. Je suis toujours étonné de voir comment il y a une espèce d'instinct, mais en l'écoutant en profondeur. C'est sûr que se parler entre parents, se donner des trucs, ça aussi, moi, je me suis rendu compte à un moment donné, les enfants sont spécialistes pour se faire former des gangs, mais nous, les parents, est-ce qu'on se parle? Est-ce qu'on se donne de l'information qui pourrait nous permettre d'être plus compétents, de se tenir comme parents entre nous, que nos enfants ne nous demandent pas des choses qui sont démesurées. Bon, ça, c'est une chose. La deuxième, c'est faire preuve de créativité. Toutes sortes de moyens sont faciles. L'humour, par exemple, ça désamorce les chicanes. Le pardon, ça peut être fait de toutes sortes de façons, par des fleurs, par de l'art, par de la musique, par une sortie imprévue. Il y a beaucoup de parents aussi qui sont toujours soucieux de rassembler la famille, mais qui ne prennent pas nécessairement du temps personnel avec chacun des enfants. Ça peut être une technique de valorisation de chaque enfant dans son lien privilégié avec le parent. Ça peut être excellent aussi pour que l'enfant sache qu'il y a un petit moment à lui à un moment donné, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, juste pour lui, le papa, la maman, en faisant quelque chose que lui aime, une complicité qui s'établit, ou même entre deux frères et sœurs, favoriser qu'il y ait des complicités entre eux. Laisser... mettre deux enfants qui s'entendent bien, par exemple, dans la même chambre, plutôt que de mettre des enfants ensemble qui n'ont pas d'affinité. Bon, il y a toutes sortes de moyens de créer ou de favoriser la complicité. Un des beaux moyens aussi, quand les enfants se parlent pas, pour toutes sortes de raisons, c'est de faire un bon voyage en les installant tous les deux sur le siège d'en arrière. Oui, là, il y a... Ça, c'est... C'est une technique que j'apprécierais beaucoup en disant, après 2-3 heures, ils vont finir par dire quelque chose. Il y a ça. Ça parler. Mais il y a toutes sortes de petites techniques comme ça qui favorisent ou qui divisent, qui favorisent l'unité ou la division. Oui, mais après 2-3 heures sans parler, ils vont finir par dire quelque chose. Ça dépend. Il y a moyen dans l'auto d'avoir... moi, je le sais pour l'avoir souvent fait. Il y a des matchs qui sont gagnants, puis il y en a qui sont perdants. Dans la voiture, autour de la table, c'est la même chose. Bon, mais il faut parfois là, tu m'as contredit encore. T'as raison. Non, mais ça peut être un exemple, simplement.
apprendre aux enfants à se parler, à écouter, ça commence par chaque enfant. Est-ce qu'il est lui-même? Est-ce qu'il écoute son cœur profond? Est-ce qu'il est en dialogue avec lui-même? D'où l'importance d'amener l'enfant à des moments de silence pour entrer en lui-même. Est-ce que tu te parles toi-même? Mm-hmm. Est-ce que tu t'écoutes toi-même? Ou si tu veux être comme les autres, alors que tu es appelé à être toi-même une personne singulière, unique. Mm-hmm. Alors, amener l'enfant à se brancher sur son cœur profond. C'est vrai que les parents, en général, on est très bon pour dire aux enfants quoi faire. C'est-à-dire, fais pas ceci, fais cela. Moi, à un moment donné, je me disais, d'où que je donne beaucoup d'ordres, parce que quand je dis à mon enfant, touche pas à ça, je viens de lui donner un ordre. Quand je lui dis, fais ton lit, je viens de lui donner un autre ordre. Puis, il y a des moments où je réalisais comme parent que j'étais que dans le mode, fais ceci, fais pas cela, fais ceci, fais pas ça. Est-ce que j'arrive à retourner l'enfant en lui disant « Qu'est-ce que tu en penses? » Ça, c'est une bonne technique qui doit devenir de plus en plus présente au fur et à mesure de la maturité de l'enfant. À 5-6 ans, tu disais, l'enfant a beaucoup de questions, mais souvent, ils ont des très bonnes réponses aussi. Je viens de côtoyer des enfants de 4, 5, 6, 7 ans, là, puis quand ils te disent « Pourquoi tu fais ça? » Je dis « Qu'est-ce que tu en penses? » Là, tu entends des bijoux de réflexion que tu n'aurais pas pu cueillir ou accueillir si tu n'avais pas retourné la question. Parce que l'enfant, quand il te pose la question, c'est qu'il est en train d'éveiller son intelligence, de pourquoi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça a peut-être l'allure, ce que tu dis là. Qu'est-ce que toi, à partir... Je me souviens d'un enfant, entre autres, on faisait l'éveil à la foi. L'enfant, on parlait de la communion, puis j'ai dit, les croyants, nous, on croit que dans l'hostie, le pain, c'est Jésus qui est ressuscité. Il était mort, puis il est ressuscité. Il me regarde, il me dit, « Ah, je crois pas à ça, moi. » Être capable d'accueillir la question de l'enfant. Ben, j'ai dit, c'est ça la communion. Pars avec ça, puis réfléchis. Puis accueille, fais ta propre idée, pose son questionnement, accueillir son questionnement. Est-ce que je laisse mes enfants sur certaines questions ou si j'ai toujours la réponse? Pas obligé d'avoir toujours la réponse. Quand alors, je le sais pas, je le sais pas. C'est d'amener l'enfant à avoir confiance à son jugement. Oui, puis le retourner à lui-même. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment tu penses que ça peut être possible? Les étoiles, la lune, ils ont beaucoup de questions sur toutes sortes de choses. Je ne sais pas tout. Est-ce que je suis capable de dire « je ne le sais pas ». On va chercher ensemble. Et amener l'enfant à se faire confiance à lui-même, mais à la condition de faire un peu de silence, de prendre du temps pour réfléchir, puis d'écouter son cœur profond. Souvent, il va écouter ses émotions, ses caprices, mais de dire, tu peux aller plus loin que ça encore. Alors, je ne peux pas me mettre en mode d'écoute des autres si je n'écoute pas mon cœur profond. Exactement. Et c'est un apprentissage avec un peu de silence, de méditation, de recueillement. Des choses extrêmement simples, mais qui amènent l'enfant petit à petit à des modes de vie, à des modus operandi. Il faut bien que je fasse mon curé. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça paraît bien. Oui. De dire, être capable de faire confiance à ton moi profond. C'est pas possible comment il y a un instinct spirituel qui est étonnant, un instinct, je dirais, proprement divin. Exactement. Puis souvent, l'heure du coucher chez les enfants de très jeune âge, jusqu'à une dizaine d'années, c'est des moments très précieux pour calmer l'enfant, le faire rentrer en lui-même, l'aider à se relaxer, à se détendre, à s'abandonner à la nuit avec tout ce qu'elle peut porter de rêve, de projection dans l'avenir, de retour sur la journée, d'intériorité, de réflexion. Ce sont souvent, à l'heure du coucher, des moments très propices pour ce genre de choses-là. Alors que dans certaines familles, l'heure du coucher, ça devient
infernal parce que c'est la question de la rigueur, de la rigidité des règles, de tout ça. Savoir calmer les enfants petit à petit, créer dès la fin du repas du soir une espèce de routine qui est calmante, qui est préparatrice à la nuit. Et de l'emmener à dire, quand tu écoutes ton cœur profond, qu'est-ce que tu as à dire à Dieu? C'est ça. Lâcher prise pour la nuit, aller à l'intérieur, qu'est-ce que tu penses? Des petites techniques quand ils sont très jeunes qui est dans ta prière, qui tu bénis. Bon, moi, c'était souvent comme ça au tout début. On va dire à Jésus qu'il bénisse. Qui donc? Qui aimes-tu? Qui tu voudrais qu'il soit béni? Est-ce que quelqu'un qui est triste aujourd'hui, qui est en difficulté, qui a eu un accident? Bon, puis là, on bénit, puis petit à petit, l'enfant fait le tour de ses relations, se calme, apporte aussi son mot, sa bénédiction. C'est des petits moyens très faciles. Et d'amener l'enfant, j'insiste tout le temps, à écouter ce qu'il y a de plus beau en lui. C'est ça. De plus profond en lui, de plus durable en lui. Mm-hmm. Ça veut dire que l'enfant, à un moment donné, met de côté le téléphone intelligent, oui. La musique, se donne un moment de silence, apprendre du silence dans sa vie. Mon Dieu, ça donne de l'oxygène à l'existence. Exactement. J'achève ma boucle. Quel souvenir que tu as de plus beau de ton enfance, toi, Marie-Josée? Des contacts avec la nature. Je me souviens que j'embrassais les arbres dans le bois chez mon père. Bon, il y avait, je les prenais, je leur donnais des noms, je leur parlais. Ça, c'est des très bons souvenirs. Des liens, des rencontres, des vacances, des moments gratuits que j'ai passés avec mes parents, avec mes frères, avec ma famille, avec des animaux de la famille, le chien, les chats. C'est simple. Et toi, Gérard, quels sont tes beaux souvenirs? Le temps étant écoulé. Oh, ben là! Moi, j'ai le don de poser des questions. Alors, c'est à toi à répondre à ma question. Qu'est-ce que tu penses que j'ai le plus beau souvenir? Je sais pas. Je suis devenu un peu Alzheimer. Ah bon? Non, mais je ne peux pas dire que j'ai eu une enfance malheureuse, mais ça n'a pas été une enfance très heureuse parce que j'étais dans les derniers et que j'étais pas manuel et que mon père a passé beaucoup de temps à chialer après moi. Mais ça m'a donné de la colonne. Alors, le fait que mon père a beaucoup chialé, ça m'a donné une carapace qui m'a permis de faire une partie de ma vie à être heureux sans écouter personne. Ah bon? Parce que j'étais comme blindé. Mais c'est tard que j'ai appris à écouter. Maintenant, le temps étant écoulé, tu vas arrêter je peux pas arrêter de parler. En te remerciant, Marie-Josée, d'être là. Toi. Et en remerciant Marie-Claude pour son service technique. Si vous le voulez bien, à la semaine prochaine. Merci. Ici Gérard Marié.